Les amis, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui me tenait vraiment à cœur parce que l'objectif de cette série de vidéos, c'est de faire un recap hebdomadaire, donc de tout ce qui s'est passé concrètement sur le marché du Forex, d'un point de vue macro, mais aussi d'un point de vue technique, quelles sont les opportunités que j'ai tradées cette semaine, où est-ce qu'on en est concrètement d'un point de vue aussi macro. Donc vous pouvez voir que là, on va analyser aujourd'hui 7 économies, donc les économies que j'analyse de façon quotidienne, et là, je vous ai fait un recap hebdo de toutes ces économies-là. Donc, on va passer à travers les États-Unis, le Royaume-Uni, la zone euro, le Japon, le Canada, la Suisse et l'Australie. La seule et unique devise qu'il manque dans ce rapport-là, c'est la Nouvelle-Zélande parce qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à dire par rapport à cette économie-là. Mais sinon, par rapport au reste, il y a quand même pas mal de choses qu'on va voir ensemble. On va repasser par rapport aux événements importants qui se sont passés cette semaine. Donc, ça va vous permettre vraiment d'avoir un contexte dans lequel on est actuellement. C'est quoi le sentiment du marché? Quelles ont été les annonces économiques majeures? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur le marché? Enfin, vous allez avoir pas mal d'informations, ça va vous éclairer sur pas mal de points et surtout, ça va vous permettre de savoir quels sont un petit peu les scénarios probables, c'est-à-dire moi de mon côté, qu'est-ce que je focusais cette semaine à venir justement avant l'ouverture du marché, quelles sont les devises qui m'intéressent potentiellement à acheter, à vendre, qu'est-ce qui se passe par rapport aux différentes économies. On va faire un recap hebdo et dans un premier temps, dans cette vidéo-là, on va passer aussi à travers les opportunités que j'ai tradées cette semaine, pourquoi est-ce que je les ai exécutées. Je pense que c'est super intéressant de vous partager encore une fois en toute transparence mon trading, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai sélectionné cette paire-là, pourquoi est-ce que j'ai décidé de trader cette paire-là. Et surtout, ma méthode de travail, ma structuration, comment est-ce que je m'organise au quotidien pour être à jour, bien évidemment, de tout ça. Donc, c'est une vidéo avec, encore une fois, énormément de valeur qui risque quand même d'être assez longue. Et la seule et unique chose que je vais vous demander, les amis, c'est de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et si vous avez la moindre question, encore une fois, vous pouvez directement venir m'écrire sur Instagram. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et ce genre de rapport-là, j'en partage quelques-uns aussi dans le scoop gratuit qui sera en description de cette vidéo. Donc, ça peut être des rapports par rapport à une économie, donc par rapport à une journée où il y a une annonce importante, par exemple, au niveau des États-Unis, je vais vous partager tout ça. Donc voilà, vidéo encore une fois full valeur. On est parti, la première des choses qu'on va regarder ensemble, ça va être mon journal de trading, toutes les positions que j'ai exécutées. Donc j'ai tradé deux paires cette semaine et je vais vous montrer dans un premier temps qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que je l'ai managé, comment est-ce qu'ils ont clôturé. Donc c'était une semaine positive de mon côté, donc super content aussi par rapport à ça. Donc on va passer à travers le journal et par la suite on étudiera chacune des économies juste ici. Donc on est parti les amis pour tout ça. Ok les amis, du coup on va se retrouver sur mon journal de trading, ce que j'appelle du coup le journal de précision. Pour moi c'est l'outil le plus puissant que vous pouvez avoir aujourd'hui en tant que trader parce que c'est ce qui va vous permettre d'analyser de façon méthodique les trades que vous allez prendre et surtout de pouvoir comprendre un peu ce qui se passe au niveau de votre trading. Est-ce que vous êtes dans une bonne phase? Est-ce que vous êtes dans une phase un peu plus compliquée, dans une phase de stagnation? Qu'est-ce qu'il faut concrètement corriger pour sortir de cette phase de stagnation et progresser concrètement pour aller chercher des meilleurs résultats? Donc le journal de trading pour moi c'est super important aujourd'hui. Peu importe la manière dont vous tradez, vous devez impérativement avoir un journal de trading pour savoir analyser méthodiquement tous les trades que vous prenez. Donc cette semaine, les amis, j'ai exécuté uniquement deux positions. Ça a été une semaine positive avec deux profits partiels. La première position, c'était une vente sur le pound face au dollar canadien. Et la seconde position était un short sur USD franc-suisse qui se sont tous les deux très bien passés. Je vais commencer tout simplement par la première opportunité que j'ai tradée, donc pound CAD, où vous avez encore une fois toutes les informations. Donc j'ai exécuté ce trade-là le mardi. C'était à la suite du rapport de l'emploi anglais qui a vraiment accentué et mis un peu plus de poids sur le fait que la BOE puisse tout simplement cut de 25 points lors de leur prochaine réunion en décembre. On va aller regarder le marché STR par la suite. Donc les screenshots d'exécution, pourquoi est-ce que j'ai exécuté ce trade-là? J'étais pas forcément, enfin pas du tout même à l'aise d'acheter du dollar canadien par rapport à ce qui se passe au niveau de l'économie canadienne actuellement et aussi par rapport aux accords commerciaux où, encore une fois, on est en stand-by avec les États-Unis. Enfin, le dollar canadien, pour moi, est vraiment pas une devise intéressante à l'achat au point de vue de leur situation économique. Mais l'idée que j'avais derrière ce short-là, c'était vraiment de shorter la livre sterling. La livre sterling, on va pouvoir regarder par la suite un petit peu le rapport au niveau du Royaume-Uni, est dans une situation très compliquée. On a vraiment eu une pression à la baisse au niveau de la livre sterling et pour moi, c'était d'un point de vue technique, c'est ce qui me paraissait plutôt clean. C'était une vente sur pound face au dollar canadien. Donc par rapport aux unités de temps que j'ai utilisé le 8 heures, le 4 heures et le 2 heures par rapport à cette analyse-là. On peut voir qu'on avait eu le break de cette trendline-là avec justement une pression à la baisse au niveau de la livre sterling. On a eu une recorrection sur la zone des 1,845 et comment j'ai été exécuté encore une fois, c'était sur le niveau Fibonacci 0,618 à la suite encore une fois du rapport d'emploi qui a encore une fois jeté beaucoup de force sur le fait que la BOE puisse
cut de 25 mois lors de leur prochaine réunion. Donc à la suite de ce rapport, on a eu une première pression à la baisse, on peut le voir ici plus sur le 4 heures avec cette bougie-là. On a eu la recorrection sur les niveaux Fibonacci 0,618 dans la zone des 1,845 avec un stop loss placé juste au-dessus de la zone d'intérêt et au-dessus de ce lower high là en H4. Et on peut voir encore une fois, en 2 heures, hop, pareil, la pression suite à l'annonce des données d'emploi anglais, la recorrection sur les niveaux FIBO avec cette zone d'intérêt vraiment à fort potentiel et c'est comme ça que je suis exécuté. Au niveau du sentiment retail, on était à 69% des traders retail qui étaient positionnés en achat sur Pand4, ce qui me rassurait aussi dans un premier sens, même si bon, c'est pas non plus énorme, mais on a ce point-là aussi, ce filtre positif qui rajoute du poids aussi par rapport à l'idée que j'avais. Et on avait aussi le prix du pétrole qui avait simplement cassé cette trendline-là, cette counter trendline, où on avait une pression haussière. Et comme vous le savez, le dollar canadien est corrélé au pétrole parce que le Canada, tout simplement, est un producteur, est un grand producteur aussi de pétrole. Donc forcément, ça, c'est l'élément qui me rassurait un petit peu aussi au niveau de la vente sur Pancad par rapport au dollar canadien. On pouvait voir potentiellement sur du court terme une pression à la hausse sur le dollar canadien. On a eu par la suite la réaction que je voulais, c'est-à-dire qu'on a eu la réaction sur les zones des 0,618, comme on peut le voir. On a une première réaction à la baisse tout simplement et à ce moment-là, j'étais je pense à un peu plus de 2 R, donc 2 fois par rapport à mon risque. Mais là, il y a un élément déclencheur qui m'a fait en sorte que j'ai dû trailer mon stop plus agressivement. C'est qu'on était sur la zone des 1,835 juste ici. Et on peut voir que c'était vraiment une zone où on avait déjà eu des réactions à la hausse, forcément. Et on avait eu cette bougie donc en H4 qui avait rejeté cette zone d'intérêt. Donc pour moi, c'était directement un red flag. Ce qui a fait en sorte que j'ai pu bouger mon trail stop juste ici en sécurisant au minimum un R. Donc voilà, H4, je trail mon stop au-dessus du dernier lower high en H4. On a déjà une réaction de la zone 1,835 pardon, et je ne suis pas fan de la clôture de livre, je sécurise dans tous les cas un R. Très bonne gestion de trade au final parce qu'on voit que le prix se retourne complètement et comme je vous l'ai dit, j'étais pas forcément fan d'acheter du dollar canadien, c'était juste que d'un point de vue technique, suite à l'annonce encore une fois de l'emploi du côté anglais, c'est ce qui me paraissait un petit peu le plus clean d'un point de vue encore une fois analyse technique, mais pas forcément d'un point de vue fondage, j'étais pas forcément encore une fois fan d'acheter du dollar canadien, on n'avait pas beaucoup de confluence macro qui ferait en sorte que le dollar canadien était vraiment intéressant en achat. C'est pour ça que j'ai eu une gestion de trade un peu plus agressive et j'ai pu du coup sécuriser 1,04 R. Donc ça, c'était ma première position sur Pand4 qui a été exécutée mardi. La seconde position que j'ai exécutée, c'était sur USD CHF qui a été exécutée du coup jeudi. Et ça, c'était une idée qui était vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est qu'on avait les États-Unis avaient trouvé un potentiel accord avec la Suisse, passant les tarifs de 39% à 15%, ce qui était forcément favorable pour l'économie suisse et défavorable pour le dollar américain. C'est pour ça qu'on a eu cette première réaction, comme on peut le voir ici sur du daily, où moi l'idée de base c'était déjà de short le dollar face le dollar américain face au franc suisse sur la zone des 0,85, mais on n'a pas eu de retour Fibonacci clean, enfin j'ai pas eu l'opportunité de trader ce mouvement-là, cette première correction à la baisse. Par la suite, par contre, on était vraiment sur une zone super intéressante. On avait break la zone justement, comme on peut le voir ici, des 0,80 là. 0,80 pardon. On voit que c'était une zone majeure qui était utilisée comme résistance, support. Et on avait tout simplement la cassure aussi de cette counter trendline. Je pense que c'était un H8 avec le retour encore une fois Fibonacci. Vraiment techniquement, c'était super clean et j'étais très à l'aise en tout cas par rapport au sentiment du marché qui était plus basé sur un sentiment risk-off. On avait, vous allez voir par la suite, le franc suisse a été vraiment la devise qui a le mieux performé cette semaine. Et par rapport à l'incertitude aussi du dollar américain avec la réouverture, on n'était pas sûr du gouvernement. Enfin, ça a été confirmé et le sentiment du marché par rapport à la réouverture du gouvernement était plus baissier pour le dollar. Encore une fois, ce n'est pas confirmé. On va regarder ça ensemble dans le rapport au niveau des États-Unis. Ce qui était aussi positif, c'est qu'on avait une majorité des traders retail qui étaient encore une fois positionnés en achat et 10% en short, ce qui était du coup favorable pour moi. J'ai pas bien complété encore une fois les screenshots de trade management parce que ça s'est passé très rapidement et on peut voir que la réaction du marché par la suite a été voilà, très rapide. On avait vraiment une grosse pression à la baisse. Mon objectif était du coup d'aller chercher les 0,79 et finalement j'ai eu un trade stop encore une fois agressif. La position a duré même pas 24 heures, hein, les amis. En moins de 24 heures, j'étais clôturé. Et puis à ce moment-là, j'avais tout simplement une règle de trade management qui est quand j'arrive à 80% de profit, j'ai un trade stop qui est plus agressif. Je suis descendu en M15, je suis sorti à ce moment-là. On peut voir que par la suite, j'aurais pu aller chercher mon TP final, mais c'était encore une fois
L'idée que j'avais de base, d'avoir un trade stop un peu plus agressif parce qu'on arrivait vers la fin de la semaine et mon objectif c'était d'avoir clôturé la position avant la fermeture du marché. C'est pour ça que j'ai eu un trade stop aussi plus agressif, ce qui m'a permis au final d'aller sécuriser 2,25 R. Donc une semaine qui était positive à un peu plus de 3 fois mon risque, donc 3,29 R au total sur la semaine, donc ce qui est plutôt cool. Une semaine qui était positive. Donc voilà un petit peu pour les opportunités, pourquoi est-ce que je les ai tradées au final. On va maintenant passer sur partie un peu plus analyse macro. On va aller étudier ensemble les 7 économies. Encore une fois, on va commencer par le dollar américain. Donc on est parti par rapport à tout ça. Ok les amis, du coup on se retrouve sur mon écran. On va faire vraiment un recap complet de cette semaine avec tous les événements importants qui se sont passés par rapport aux différentes économies. Donc là on a 7 économies à étudier ensemble. Voilà un petit recap des devises qui ont le moins bien performé et les devises qui ont le mieux performé. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce que ces devises-là ont moins bien performé ou ont bien performé. On va passer à travers tout ça dans un instant par rapport à tout ce que je vous ai préparé là. Encore une fois, si vous voulez avoir accès aussi à ce genre de rapport-là macro, n'hésitez pas à rejoindre le school gratuit en description de la vidéo. Et si vous avez des questions, à me contacter sur Instagram directement. Donc d'un point de vue recap hebdo sur le marché FX, on a vu le dollar et la livre sterling vraiment avoir beaucoup de difficultés sur le marché. Moins 1,8% pour le dollar américain cette semaine, ce qui est énorme en soi. Le GPB qui a perdu moins 1,4%, l'euro plutôt stable, plus 0,6%, le dollar australien qui a très bien performé, et le franc suisse aussi qui a été une devise super intéressante cette semaine par rapport à l'incertitude économique sur le marché. Il y a eu plusieurs événements qui ont fait en sorte qu'il y a eu pas mal d'incertitudes. En début de semaine, encore une fois, on était incertain sur le fait de savoir si le gouvernement américain allait réouvrir ou non. On a juste eu la confirmation le 12 novembre. Et avant ça, on avait une grosse incertitude. On a eu aussi l'incertitude au niveau du Royaume-Uni qui est actuellement dans une période très compliquée en soi. On prendra le temps d'analyser tout ça ensemble. On va commencer tout simplement par les États-Unis au niveau de l'incertitude post-shutdown. Pourquoi est-ce qu'on est dans une période d'incertitude? Je me mettrai à l'écart du dollar américain en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a une donnée qui est extrêmement cruciale qui sortira le 20 novembre, qui a été confirmée justement par le secrétaire général des États-Unis, comment est-ce qu'il s'appelle, Kevin Hassett, a confirmé que voilà, il y aurait les données du NFP. Donc ils ont eu le temps de récolter les données NFP du mois de septembre sans le taux de chômage. Donc on aura les données du salaire horaire moyen plus les données NFP tout simplement qui seront très importantes. Pourquoi est-ce qu'elles seront très importantes? Parce que le gouvernement américain, puisqu'il était fermé, n'a pas eu l'opportunité, je vais juste prendre mon crayon, d'avoir les données du NFP d'octobre ni les données du CPI octobre. Et avant la réunion du 10 décembre, la prochaine réunion, où on a encore une fois au niveau de l'incertitude, je pense qu'on est à 50%, on va regarder ensemble, on va analyser le marché STR, ce que le marché price pour le moment, désolé pour mon accent anglais, mais quand on regarde justement le interest rate probability, donc j'espère que mon anglais est bon, c'est qu'on voit que pour la réunion du 10 décembre, pour le moment, le marché anticipe uniquement un changement de 10 points. Pour le moment, 58% de chances que la Fed baisse les taux de 25 points, et ce qui rajoutera vraiment beaucoup de pression, ce qui fera en sorte que ça pourrait changer, les 58%, c'est les données du NFP du mois de septembre, parce que pour le moment, la Fed est data dépendante, elle n'a pas récolté de données pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, on aura uniquement les données aussi du NFP du mois de novembre, mais on n'aura pas les données d'inflation de novembre, puisqu'elles sortiront mi-décembre, encore une fois. La Fed a très peu de data économique sur quoi s'appuyer pour ajuster sa politique monétaire. C'est pour ça que la publication du NFP, qui sortira du coup le 20 novembre, je pense que c'est ce jeudi, voilà, jeudi 20 novembre, ben, elles seront très importantes et très déterminantes par rapport à ce que la Fed va faire au niveau de leur politique monétaire. Ça rajoutera un point encore une fois. Donc par rapport à ça, justement, j'avais écrit que le marché, ils anticipent pour le moment des données faibles à venir. C'est pour ça qu'on a vu une valorisation du dollar à la baisse, parce que le marché et le sentiment du marché, c'est que les publications NFP seront plus douces. C'est pour ça qu'on voit justement une baisse, en tout cas sur le dollar américain. Mais attention, encore une fois, on ne peut jamais prédire d'avance un petit peu comment la donnée comment la donnée va sortir en soi et surtout la réaction du marché, il faudra interpréter par la suite tout ça. Mais ce qui serait important, c'est que si on a des données NFP qui sont plutôt fortes en soi, c'est sûr que ça mettrait plus de pression et la Fed restera un peu plus hawkish. Donc on aura beaucoup moins de probabilités, beaucoup moins de chances que la Fed baisse les taux le 10 décembre. Ce qui pourrait encore une fois rejouer par rapport à ça, c'est les données NFP du mois de novembre, tout simplement, qui sortiront le premier vendredi du mois de décembre. Donc vraiment pour le moment, par rapport au dollar, ce que je ferai attention, c'est que je ne prendrai pas forcément de position sur le dollar avant la donnée du NFP
du jeudi 20 novembre, parce que ça jouera extrêmement aussi, ça apportera pas mal de volatilité par rapport au dollar américain, donc je ne veux pas forcément prendre du risque en achetant ou en vendant du dollar, même si actuellement le sentiment du marché est plus baissier pour le dollar, mais je veux vraiment avoir cette confirmation-là fondamentale par rapport aux données du NFP, parce que le thème vraiment sous-jacent actuellement des États-Unis, c'est les données du NFP. C'est ce que Jérôme Powell avait tout simplement communiqué lors de ses précédentes réunions, c'est que les données du NFP sont vraiment très importantes aussi par rapport à l'ajustement de la politique monétaire de la Fed. On a eu quelques commentaires aussi de quelques décideurs politiques de la Fed qui ont été perçus un peu plus neutres et hawkish, donc pas vraiment de commentaires dovish pour le moment du côté du dollar américain. Donc encore une fois, tout le marché qui anticipe une baisse du dollar, une continuation d'une baisse de dollar, il faudra faire attention. Et moi, personnellement, je ne me positionnerai pas trop sur le dollar en ce début de semaine et surtout voir un peu comment le dollar va réagir à l'ouverture du marché. On a eu beaucoup d'incertitudes parce que, justement, si le gouvernement, on ne savait pas s'il allait rouvrir après 43 jours de shutdown. Le gouvernement a tout simplement officiellement réouvert le 12 novembre. Le 12 novembre, c'était jeudi. Ouais, jeudi, je pense, ouais, si je dis pas de conneries. Donc ça, encore une fois, ça enlève un peu aussi d'incertitude parce que là, il y aura des datas qui vont sortir aussi du coup d'un point de vue de la Fed. Donc ça va être important de pouvoir analyser avec ce qu'il va y avoir. Il n'y aura pas grand-chose. Encore une fois, il y aura les données du septembre, les données de novembre d'un point de vue NFP. Donc voilà, mon interprétation macro. Le mouvement baissier du dollar semble un peu prématuré au regard des communications des Fed récentes qui ont été perçues, encore une fois, comme je vous le rappelle, un peu plus neutres, hawkish. Le marché pricing massivement une Fed dovish par rapport, encore une fois, aux anticipations que les données NFP seront plus douces que ce qui est prévu en soi. Donc encore une fois, attention, alors que les responsables évoquent des résiliences économiques anticipées, cette divergence crée un risque de correction technique significative si les premières données ne confirment pas le pessimisme ambiant. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention cette semaine, ce jeudi, ne vous exposez pas trop sur le dollar américain. On va voir un peu aussi au niveau de l'ouverture du marché, qu'est-ce que le marché anticipe, si on a plus un sentiment risk-on ou risk-off. Donc voilà un petit peu concernant le dollar. Personnellement, je ferai attention, je ne m'exposerai pas vraiment sur un achat ou une vente du dollar jusqu'à temps que je puisse avoir la data du NFP de septembre qui sortira ce jeudi. À ce moment-là, je prendrai le temps d'interpréter tout ça et de voir la réaction du marché et surtout la réaction du dollar face à cette annonce. Ok les amis, on va s'attaquer maintenant au Royaume-Uni et comme je l'ai mentionné, la tempête parfaite. Vraiment, le Royaume-Uni actuellement est dans une position ultra délicate, que ce soit au niveau de la croissance économique, que ce soit au niveau aussi de l'instabilité politique et surtout du budget fiscal qui fait un gros trou en ce moment. On n'a toujours pas trouvé de solution et une solution doit être trouvée absolument avant le 26 novembre. Beaucoup d'incertitudes au niveau du Royaume-Uni actuellement. On va commencer d'abord par la partie croissance qui, encore une fois, ne fait que baisser, c'est-à-dire qu'on a une croissance à la baisse. On peut le voir ici par rapport justement au deuxième trimestre, on avait une croissance qui n'était pas non plus très bonne et pour le troisième trimestre pareil on est en baisse. On a eu tout simplement les PMI manufacturing qui sont tout simplement en baisse, la production industrielle qui est en baisse et le marché de l'emploi pareil qui est en baisse, amenant le chômage actuellement à 5% qui est le plus haut depuis mars 2021. On a la croissance des salaires qui par contre elle a diminué, ce qui a encore une fois ça c'était mardi si je ne me dis pas de bêtises. On va regarder ça sur Forex Factory la semaine, donc 10 semaines, ouais c'était tout simplement mardi le 11 novembre. On a eu vraiment des données qui étaient très faibles, ce qui a fait en sorte que ça a rajouté du poids aussi par rapport à l'interprétation de la BOE qui a du coup plus de place à baisser les taux lors de leur prochaine réunion du 18 décembre. On voit une probabilité, comme vous voyez ici, à 88% de baisser les taux de 25 points. Et lors de leur dernière réunion, justement, Andrew Bailey avait mentionné qu'il y avait eu justement des améliorations aussi au niveau de l'inflation et que s'il y avait une continuation, enfin si on voyait encore une fois des signes d'inflation en baisse, forcément ça rajouterait du poids sur le fait que la BE pourrait baisser les taux de 25 points. Ok, donc ça c'est d'un point de vue croissance. Donc la croissance actuelle dans le secteur du Royaume-Uni est très faible. On a une inflation par contre qui est très élevée, qui fait en sorte que l'économie en tant que telle est dans une période de stagflation. Donc vraiment difficile aujourd'hui pour la BE de pouvoir prendre des bonnes décisions, mais pour moi, en tout cas, par rapport à mon interprétation, la BE n'aura pas le choix de baisser de 25 points, encore une fois, pour restimuler l'économie au niveau du Royaume-Uni, parce que là, ça fait que baisser au final. Ils doivent sortir encore une fois de cette période de stagflation-là. La deuxième des choses, c'est le choc fiscal. Pour le moment, il y a un trou de 30 milliards de livres sterling à combler et on n'a toujours pas trouvé de solution
par rapport à tout ça. Et comme je l'ai mentionné ici, le fait qu'il y ait 30 milliards à combler pour le moment et qu'on arrive très proche d'une décision qui doit être prise, donc avant le 26 novembre, ça tout simplement fait perdre la confiance des investisseurs, ce qui peut entraîner une hausse des taux d'emprunt et une dépréciation de la devise. C'est pour ça qu'on a vu aussi une livre sterling qui est extrêmement faible pour le moment, qui ne fait que baisser. Et je pense que sur du court et moyen terme, la livre sterling, encore une fois, va continuer de baisser parce que d'un point de vue data économique, croissance très faible. Si on voit des signes de ralentissement aussi au niveau de l'inflation, ça accentuera encore le fait que la BOE pourra baisser les taux en décembre, mais de toute façon, on n'aura pas le choix. Donc ça, c'est les 4 options pour le moment pour combler le trou de 30 milliards. Gel des seuils d'imposition, hausse de TVA, plus d'emprunts, coupe des dépenses, mais dans tous les cas, ça serait négatif. Il y a des fortes chances que voilà, le marché interprète ça de façon un peu plus négative pour le moment. Et on est vraiment dans un point où on pourrait faire face à une référence historique de la crise de Liz Truss. Donc Liz Truss, qui était simplement la première ministre en 2022, elle avait tout simplement aussi, je vais juste prendre mon crayon, à un moment donné, présenter un budget avec d'importantes baisses d'impôts non financées, encore une fois, ce qui a fait effondrer la livre et ce qui a amené à une crise obligataire. Ok, elle a démissionné après seulement 44 jours et la situation actuelle rappelle un petit peu cet épisode. On n'est pas non plus à ce point-là, mais on est vraiment dans une situation de crise et de tempête actuellement au Royaume-Uni. Donc prenez ça en compte. Et pourquoi est-ce que c'est grave justement pour la livre sterling? Je vais juste baisser ici parce que tout simplement les investisseurs et le marché voient un pays endetté sans moyen de lever des capitaux. Donc pour le moment, aucune solution n'a été trouvée, aucune bonne solution en tout cas n'a été mise sur la table pour combler ce trou de 30 milliards. Encore une fois, il y a un mix tout simplement aussi de politique monétaire souple par rapport justement à ce qui se passe au niveau du secteur économique du Royaume-Uni, politique fiscale chaotique. Donc c'est encore une fois toxique pour la devise. C'est pour ça qu'on voit la livre sterling à la baisse. Si la situation continue de se dégrader, on pourrait continuer de voir une livre sterling sous pression et on pourrait par exemple potentiellement rechercher des achats aussi sur EuroGPB qui, même quand on le regarde sur le marché, hop, on va aller sur TradingView 2 secondes, EuroGPB était vraiment sur des points hauts où forcément ça faisait un certain moment qu'on n'avait pas atteint ce niveau-là. Quand on regarde vraiment la hausse, la dernière fois que le prix était sur les 0,885, on parle de avril 2023. Donc ça fait quand même un certain moment au final. Et c'est pour ça que cette semaine, j'ai tout simplement décidé de shorter la livre sterling par rapport à tout ce qui se passe, qui est vraiment chaotique, comme vous l'avez compris, d'un point de vue du Royaume-Uni. Donc là, ce qu'il faudra regarder cette semaine, encore une fois, c'est l'avancée au niveau du budget d'automne. Donc le 26 novembre, s'il y a une solution qui est tout simplement partagée, mais encore une fois, d'un point de vue macro, annonce économique, c'est pas forcément intéressant du côté du Royaume-Uni. Ils sont vraiment dans une situation délicate, encore une fois, croissance à la baisse, inflation à la hausse. Stagflation, donc très difficile pour la BOE de prendre des bonnes décisions, mais encore une fois, je pense qu'ils n'auront pas le choix de baisser les taux lors de leur prochaine réunion en décembre, ce qui rend encore une fois vulnérable la livre sterling. Donc la combinaison toxique, croissance faible, plus emploi en recul, plus crise fiscale, plus instabilité politique, crée un environnement structurellement baissier pour la livre. Donc la BOE sera forcément forcée de compenser le resserrement fiscal qui est inévitable par un assouplissement monétaire. Donc voilà, créant le mix politique plus défavorable possible pour, je vais pas vous lire, les probabilités de baisse de taux par rapport à la BE, on peut le voir, encore une fois, sont à plus de 88% pour le moment. Donc pour le moment, moi, je vois à court terme, encore une fois, la livre sterling baissier, et je continuerai de chercher potentiellement des opportunités à la baisse au niveau de la livre sterling. Maintenant les amis, la zone euro qui se porte plutôt bien, l'euro qui a quand même bien performé aussi cette semaine. On va passer à travers un petit peu tout ça. On a eu des données tout simplement du PMI Service qui depuis 17 mois consécutifs sont en hausse, hein. On peut le voir, ça fait 17 mois qu'on a des bons chiffres au niveau du secteur de croissance au niveau de la zone euro. Donc voilà, les PMI Services qui sont simplement des datas qui représentent un petit peu l'activité du secteur des services auprès des directeurs d'achat. Donc un chiffre au-dessus des 50 signifie simplement une expansion économique. En dessous des 50, une contraction. Et on peut voir que sur les pays les plus importants de la zone euro, que ce soit en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, on peut voir que les données du PMI Service sont tout simplement en expansion économique. On a une inflation qui est extrêmement bien contrôlée, donc toujours proche de la cible de la BCE qui est de 2%. Donc on est actuellement à 2,1%, donc ils sont dans une zone de confort encore une fois, ce qui montre une certaine stabilité aussi économique du point de vue de la zone euro. Donc pour moi, l'euro reste tout de même une devise toujours intéressante à l'achat parce qu'ils sont tout simplement stables. L'euro est stable quand on le compare par exemple au Royaume-Uni. Forcément, c'est un peu plus compliqué quand on le compare aussi au dollar américain. Un peu plus compliqué
aussi. Donc forcément, pas grand-chose à dire au niveau de l'euro, à part que la croissance, encore une fois, se porte plutôt bien, l'inflation qui est toujours aussi contrôlée, encore une fois, et il n'y a pas de changement qui est prévu par rapport à la BCE. Si on va regarder justement encore une fois le marché STR, on peut voir que leur prochaine réunion est du coup le 18 décembre et pour le moment le marché price uniquement un changement de moins 7 BPS, donc 72% de chance pour le moment que la BCE garde les taux stables pour le moment et on peut voir que même jusqu'à juillet 2026, on prévoit de garder quand même des taux à 2%. Donc pour le moment, la zone euro se porte super bien. On a eu, comme vous le savez, il y a un mois et demi tout simplement, des problèmes aussi au niveau de la France par rapport à ce qui se passait au niveau du gouvernement. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé. La zone euro se porte plutôt bien, encore une fois. Donc pas grand-chose à dire par rapport à la zone euro qui pour moi reste une devise plutôt intéressante à l'achat, encore une fois. Mon interprétation macro, l'euro profite par défaut de la faiblesse du dollar et du chaos britannique, mais manque encore de catalyseur domestic force. Cependant, les perspectives 2026 reposent sur des fondamentaux qui sont assez solides. Donc encore une fois, ma perspective au niveau de la zone euro, pas grand chose à dire. Voilà, on a revu un petit peu, il n'y avait pas non plus énormément de data économique cette semaine d'un point de vue de la zone euro, à part les données PMI. L'inflation toujours sous contrôle, le secteur tout simplement de la croissance économique se porte toujours plutôt bien, et puisqu'il y a beaucoup de difficultés, comme je l'ai dit, par rapport au dollar américain et à la livre sterling, l'euro a tout de même très bien performé, encore une fois, cette semaine. Donc voilà un petit peu mon interprétation par rapport à la zone euro. Ok les amis, maintenant on va étudier la partie du Japon. Donc d'un point de vue vraiment annonce économique, il n'y a pas grand chose que j'ai analysé cette semaine. Par contre, attention, parce qu'il pourrait potentiellement avoir une intervention FX de la part des ministères des Finances japonais. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment ça fonctionne au final. Pour renforcer le yen, qu'est-ce que tout simplement le ministère des Finances japonais fait? C'est qu'elle va vendre tout simplement du dollar pour acheter des yens. Donc actuellement, le volume typique, c'est entre 20 et 30 milliards par intervention. Et l'objectif, c'est de faire une baisse rapide, mais souvent temporaire. C'est ce qui s'est passé du coup en juillet 2024. Lorsque USD Yen avait dépassé les 157, on avait eu une intervention justement des ministères des Finances japonais. Et je pense que je l'avais noté ici. USD JPY était passé de 157, je pense, à 148 en 3 jours. Donc ça fait, ça fait 900 pips en 3 jours. Donc l'intervention souvent est extrêmement brutale, mais la BOJ est extrêmement intelligente aussi, parce que habituellement ce qu'elle fait, c'est qu'elle va intervenir quand il y a une data économique assez décevante du point de vue du dollar américain. Et du coup, c'est ce que j'ai expliqué ici, c'est que si jamais on s'approche et qu'on dépasse justement la zone des 156, 157 à court terme, ça peut être possible. Encore une fois, je pense qu'on peut avoir une continuation haussière en ce début de semaine. USD Yen pourrait potentiellement aller chercher, on va les regarder directement sur les graphiques, 156, 157. Là, pour le moment, je pense qu'on était sur la zone des 154. Et on peut voir actuellement que USD Yen est sur la zone des 154,5 et que potentiellement, justement, on peut aller chercher la zone des 156,5 sur du court terme. Quand je parle sur du court terme, c'est sur ce début de semaine. Donc, je restais aussi attentif à USD Yen à l'achat. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément fan d'acheter du dollar et ça serait quand même assez risqué de se positionner avant un événement assez important et très attendu par le marché. Donc les données encore une fois du NFP du mois de septembre qui seront publiées le jeudi 20 novembre. Et on peut voir, on va se mettre du coup en weekly pour voir la dernière fois que ça s'est passé. Quand je vous dis l'intervention justement du juillet 2024, c'était juste ici. On était sur la zone des 162 et du 1er juillet jusque fin juillet. Donc en l'espace de un mois, on est passé aux 140. Donc là, on peut voir qu'on est à 2000, un peu plus de 2000 pips quand même. C'est juste énorme encore une fois, et comme je vous l'ai dit, la BOJ est hyper smart, c'est-à-dire qu'elle va vendre du dollar, parce que la BOJ bien évidemment détient du dollar, toutes les grandes banques centrales détiennent du dollar américain, elle va vendre massivement du dollar, si jamais le rapport NFP justement est plutôt faible, elle va continuer de vendre du dollar pour acheter du yen, et forcément on va avoir une grosse réaction à la baisse sur le marché. Donc encore une fois, elle va pas faire ça à n'importe quel moment, et c'est très rare qu'elle le fait. Mais encore une fois, si le yen justement perd énormément de valeur et qu'on voit qu'il y a trop une réaction, qu'on a une grosse réaction à la hausse, forcément, comme je vous dis, à mon avis, la BOJ va attendre les données aussi du NFP de jeudi. Et si les données sont perçues plutôt faibles, on pourrait avoir une intervention justement de la BOJ. Donc faites attention vraiment à cette zone ici des 156, 157, parce que c'est vraiment là que j'ai expliqué. Hop, on va retourner sur le Miro, qu'il pourrait avoir une intervention justement
de la BOJ. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, USD/JPY a franchi la barrière psychologique des 155. Donc, on a eu un point haut qui a dépassé les 155 cette semaine, déclenchant l'intensification des avertissements verbaux du ministère des Finances japonais. Cette zone est considérée comme critique car elle a provoqué des interventions par le passé, comme on l'a vu, dans un environnement global risk-on. Bon, enfin, ça, c'est pas vraiment intéressant. Donc, faites attention, dans la zone des 156, on pourrait avoir une intervention du MOF, encore une fois, ministère des Finances japonais, puisqu'encore une fois, les données NFP américaines du 20 novembre seront un catalyseur potentiel. Si elles sont faibles, le MOF pourrait en profiter. Encore une fois, c'est pas dire qu'elle va le faire, mais pourrait en profiter pour intervenir avec un impact maximal. Donc, vous avez vu la dernière réaction lorsque la MOF est tout simplement intervenue sur le marché. Elle était extrêmement agressive. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention cette semaine par rapport au dollar, faites attention à la donnée du NFP parce que tout le monde, le marché, toutes les banques centrales attendent justement cet événement-là. C'est ce qui risque d'amener vraiment pas mal de volatilité. Sinon, si on regarde justement, hop, ce que le marché anticipe, c'est une hausse lors de leur réunion de décembre de 0,50 à 0,75. Encore une fois, si on va regarder le marché ETR, on peut voir que pour le moment, on voit juste un pricing de plus 5,48 points, 76% de chance, encore une fois, que le marché augmente ses taux. Et encore une fois, tout dépendra de ce que, tout simplement, le ministère des Finances japonais nous donnera comme indication. Pour le moment, je reste plutôt neutre par rapport au yen. Je pense que sur du court terme, on va continuer d'avoir une tendance haussière par rapport justement au carry trade, donc tout simplement les banques centrales qui ont des taux assez hauts, que ce soit JJ, que ce soit dollar australien face au yen, etc. On pourrait potentiellement sur du court terme, sur le début de semaine, continuer de voir une tendance haussière, mais attention encore une fois au rapport NFP de jeudi. Donc voilà un petit peu par rapport à l'économie japonaise. Encore une fois, je vous rappelle, rejoignez les amis le cercle Black Event, donc le school gratuit qui sera en description de cette vidéo, parce que dans la partie drop de valeur, je vais publier aussi plus de rapports macro quotidien. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est gratuit encore une fois les amis. Vous avez une partie aussi Classroom où il y a plus de 5 heures de formation gratuite par rapport aux différents points, que ce soit ressources ici, vous avez accès à mon guide propre firme, à mon plan, à aussi mon livre Marc Douglas qui est tout simplement mon livre, un livre que j'ai beaucoup aimé pour la psychologie tout simplement du trader. Il est disponible en PDF et voilà, il y a pas mal de vidéos, que ce soit au niveau du mindset, de la mythologie, propre firme, architecture, anatomie, du chaos, comprendre enfin pourquoi tu stagnes. Enfin, vraiment, c'est super complet. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le school gratuit qui sera en description de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à venir m'écrire sur Instagram. Le lien est en description si vous avez des questions. Ok les amis, on va maintenant un petit peu analyser la situation de l'Australie qui pour moi est une devise. Donc le dollar australien, une devise extrêmement intéressante en termes de potentiel d'achat, que ce soit plus sur du court terme ou du moyen terme. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que justement le dollar australien pourrait continuer de bien performer. Déjà, des taux qui restent quand même tout de même assez élevés, c'est pas non plus les taux les plus élevés. On a une stabilité politique, on a une stabilité, une résilience aussi économique tout simplement, et on a eu des données d'emploi qui sont sorties en ce début de semaine assez fortes. On a eu des données d'emploi du mois d'octobre qui ont surpris à la hausse. On a une baisse du taux de chômage, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment une croissance économique qui est plutôt résiliente du côté australien, et ça c'est positif forcément pour le dollar australien. Comme vous le savez aussi, le dollar australien est très corrélé aussi avec le yuan, donc la devise chinoise. Pourquoi? Parce que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie, où on voit 30% des exportations de l'Australie vers la Chine, que ce soit au niveau des minerais de fer, donc au niveau des matières premières, du charbon et des métaux. Et pour le moment, on prévoit une croissance aussi chinoise de 4,6% en 2026, donc une croissance à la hausse. Donc forcément, il y a beaucoup de fondamentaux qui feront en sorte que le dollar australien restera une devise intéressante, que ce soit court, moyen terme. La seule chose qui pourrait faire en sorte que le dollar australien sur du très court terme ferait en sorte qu'il serait un peu moins bien performant, c'est le sentiment du marché. Donc si on est en sentiment risk-off, comme on a eu un petit peu en ce début de semaine, on a eu un dollar australien qui a un petit peu baissé. Mais encore une fois, c'était du très très court terme, ça allait en l'espace de 1 ou 2 jours. Et si on regarde le reste, même si on regarde le dollar australien par rapport à d'autres devises, par rapport par exemple à son voisin Aussie Kiwi, on est vraiment sur une grosse tendance haussière. Et pour moi, c'est un trade qui reste
potentiellement super intéressant aussi, un achat de dollar australien face au kiwi. Malheureusement, une position que j'avais ici 23 octobre, que je n'ai pas pu exécuter. Mais quand on le compare encore une fois à d'autres économies, ça peut toujours rester intéressant d'acheter du dollar australien par rapport à plusieurs fondamentaux. Lors de leur dernière réunion, on a perçu une réunion de la RBA beaucoup plus hawkish avec un maintien de projection d'inflation en dessous des 3% jusqu'à mi-2027. On a une seule baisse de 25 points anticipée en 2026 et on a des taux qui restent quand même assez élevés, 3,35%. C'est pas non plus le plus élevé. On a la BOE et la Fed qui sont dessus, mais ça reste quand même des taux qui sont assez élevés. Il y a 4 atouts essentiels aussi qui combinent, qui fait en sorte que le dollar australien, encore une fois, peut performer dans l'environnement 2026. 1, l'économie résiliente avec un marché du travail qui reste robuste, donc plus 42 000 emplois, qui est une croissance aussi qui reste solide, 2,2%. On a une exposition à la Chine qui est aussi positive, encore une fois par rapport à la croissance chinoise qui devrait continuer d'augmenter en 2026 à 4,6%, et comme je l'ai dit, le dollar australien, enfin l'Australie est très importante pour la Chine aussi, puisque c'est elle qui alimente tout ce qui est matières premières, minerais de fer, charbon, métaux, etc. On a des taux qui restent quand même assez élevés à 3,35%, et surtout on a une stabilité politique comparativement à d'autres économies, comme on l'a vu ici avec par exemple le Royaume-Uni, ou une certaine période aussi dans la zone euro avec la France, etc. Le dollar australien se porte plutôt bien par rapport à tout ça. Donc comme je l'ai dit ici, le dollar australien combine tous les ingrédients du succès 2026, économie résiliente, politique monétaire restrictive dans un monde d'assouplissement, différentiel de taux attractif, exposition positive encore une fois à la Chine. Dans l'environnement de faible volatilité prévu, le dollar australien devient une référence pour les stratégies carry trade. Donc encore une fois, on pourrait potentiellement regarder, comme je l'ai montré, Aussie Kiwi, Aussie Yen. Encore une fois, attention, parce qu'il y a une potentielle intervention aussi de la POJ pourrait arriver cette semaine par rapport encore une fois du donné NFP. C'est qu'encore une fois des spéculations, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment prendre avec des pincettes. Mais pour moi, le dollar australien pourrait rester une devise encore une fois attractive. Potentiellement aussi dollar australien face au dollar américain à la hausse. Encore une fois, attention aussi au dollar américain cette semaine par rapport aux données du NFI de jeudi. Je le répète, mais ça sera très important, c'est surtout l'événement majeur. Hein. Voilà, le marché, les investisseurs, les traders, enfin tout le monde attend le rapport du NFI de jeudi parce que ça sera encore une fois la première donnée officielle depuis 43 jours, depuis la fermeture du gouvernement tout simplement américain. Donc données très importantes les amis, je le répète. Donc voilà un petit peu par rapport à l'Australie. Ok les amis, donc on va maintenant analyser la Suisse et plus particulièrement le franc suisse. Donc le franc suisse qui a extrêmement bien performé cette semaine par rapport à deux facteurs pour moi. Déjà le facteur sentiment risk-off où on a vu justement par rapport aux différents facteurs que ça soit aussi avec les États-Unis, mais aussi avec le Royaume-Uni, etc. Le franc suisse a pu vraiment bénéficier de son statut de valeur refuge. On a eu aussi en début de semaine des négociations aussi avec les États-Unis passant potentiellement les tarifs de 39% à 15%, ce qui est forcément positif pour le franc suisse et négatif également pour le dollar. Et c'est pour ça que j'avais shorté justement le dollar face au franc suisse. Mais en tant que tel, il y a plusieurs choses qui pourraient faire en sorte que là, le franc suisse pourrait potentiellement corriger. Selon JP Morgan, le franc suisse est actuellement trop surévalué, trop fort par rapport à là où ce qu'il en doit être. Et on voit ça par rapport aux fondamentaux sur Euro CHF qui vient vraiment chercher des points extrêmement bas qui n'avaient pas été depuis un certain moment. Quand on va regarder par exemple euro franc suisse, on a été touché la zone des 0,91800, on avait break la zone des 0,92 et si je me mets en time frame weekly les amis, ça fait extrêmement longtemps. C'est un des points les plus bas depuis je ne sais pas combien de temps, comme on peut le voir sur euro franc suisse. Et selon JP Morgan, actuellement, le franc suisse est beaucoup trop surévalué, surtout face à l'euro qui nous montre tout simplement une économie voilà, plutôt stable aussi, et le franc suisse beaucoup trop surévalué. Donc on va aller regarder un petit peu plus en profondeur. Pourquoi? Et on appelle ça du coup le oversold. Oversold signifie survendu, comme je l'ai dit, c'est comme un sol trop agressif où un produit est vendu bien au-dessus de sa valeur réelle. Pour euro franc suisse, JP Morgan estime que le franc suisse est devenu trop cher par rapport à sa valeur fondamentale, comme une action qui chie trop vite pourrait rebondir. Et il y a un concept qui s'appelle justement, je vais le montrer juste ici, fade, donc un trade fade, et c'est pour ça que euro franc suisse va extrêmement m'intéresser aussi en ce début de semaine, pas pour d'un point de vue technique, mais plus d'un point de vue macro.
Et comme je l'explique ici, la stratégie Fade consiste à prendre position contre une tendance excessive. Donc malgré qu'on soit en tendance baissière sur euro-franc suisse, pariant sur un retour à la normale, donc par rapport au fait que JP Morgan trouve que fondamentalement parlant, il y a eu une réaction trop forte par rapport au franc suisse. Ici, cela signifierait parier sur un affaiblissement du franc suisse ou renforcement, par exemple euro-franc suisse ou peu importe, quand la devise a atteint des niveaux extrêmement de force. Donc pourquoi est-ce que JP Morgan dit que la force est trop exagérée par rapport au franc suisse. Donc elle considère que la force du franc suisse ne correspond pas aux fondamentaux économiques. Donc, les tarifs américains n'ont fait que 4%, donc c'est très peu de l'économie suisse, insuffisant pour justifier une telle appréciation. Cette force serait davantage technique, donc le flux tout simplement des investisseurs, que fondamental. Donc c'est pour ça que je trouve potentiellement aussi intéressant le fait que JP Morgan ait mentionné ce point-là, et c'est vrai qu'on a eu une grosse réaction, encore une fois, à la hausse pour le franc suisse, qui a été l'une des devises qui a le plus performé cette semaine. Il y a aussi le sentiment qui joue, bien évidemment, mais c'est pas parce que les tarifs, encore une fois, sont passés de 39 à 15% que il doit avoir une réaction excessive par rapport à la valorisation du franc suisse. Encore une fois, ça représente que 4% de l'économie suisse, le commerce tout simplement avec les États-Unis. C'est pour ça que je regarde euro-franc suisse et qu'on a eu cette baisse des 0,92, mais on pourrait avoir potentiellement un repricing sur euro-franc suisse, surtout que l'euro en tant que tel n'est pas forcément une devise qui reste intéressante à la vente. Je pense que l'euro reste une devise plutôt stable, plutôt, encore une fois, je dirais pas très intéressante, mais plutôt stable, et je pense que ça fait beaucoup de sens, encore une fois, de voir l'euro franc suisse reprendre les 0,93. C'est pour ça que j'ai placé ici une espèce de trendline qui, encore une fois, n'a pas été encore cassée. Si on se met sur du 1 heure par rapport à ici, on peut voir que le BOS est très faible. Mais encore une fois, j'attendrai une meilleure confirmation technique pour potentiellement les rechercher, les 0,93. Même si la tendance de fond est baissière, c'est plus, je traderai plus cette opportunité-là sur un repricing, encore une fois, du euro franc suisse, parce que je trouve effectivement que le CHF a extrêmement pris de la valeur par rapport à où est-ce que le euro CHF devrait être évalué. Encore une fois, hop. Donc c'est pour ça que je garde aussi cette opportunité potentiellement dans ma watchlist, parce que encore une fois j'ai même placé une alerte ici parce que l'alerte avait été déclenchée, mais encore une fois je regarde cette opportunité là, euro franc suisse à l'achat. Je pense que ça peut être potentiellement encore une fois intéressant, mais voilà un petit peu pour revenir sur l'économie suisse. Encore une fois, donc on a eu deux événements, sentiment risk-off et encore une fois les tarifs qui ont été qui vont potentiellement changer 39 à 15%. Bon, sinon on n'a pas eu d'annonce économique très importante, enfin on n'a pas eu d'annonce économique importante du côté de la Suisse cette semaine. Donc voilà un petit peu pour faire le tour sur la Suisse et le franc suisse tout simplement. Ok, on va maintenant étudier un petit peu la situation économique du Canada, et honnêtement les amis, le dollar canadien n'est pas vraiment une devise très intéressante pour moi à l'achat, que ce soit sur du court terme ou même du moyen terme. Il y a plusieurs facteurs qui tout simplement expliquent tout cela. Le premier facteur, c'est que le Canada est très dépendant des États-Unis, et pour le moment il n'y a aucune négociation, des négociations qui est positive pour le Canada par rapport aux États-Unis. Trump l'avait dit récemment que c'était pas non plus dans ses priorités de venir renégocier tout simplement un accord commercial favorable pour les deux parties. Et comme je l'ai mentionné ici, tout simplement le Canada exporte 75% de sa production vers les États-Unis. Donc une renégociation US-Mexique canadien en juillet 2006 pourrait menacer cet accès privilégié au marché américain. Encore une fois, s'il n'y a rien qui est prévu avant juillet 2026, il n'y a pas de négociation qui est faite, il n'y a pas d'accord commercial qui est favorable pour le Canada, forcément, ça joue sur la croissance économique du pays actuellement est très faible. On a eu des récentes données aussi d'emploi avec un taux de chômage qui est extrêmement élevé, 7,1% quand même de taux de chômage ici au Canada, le plus haut depuis 2021, donc plus haut depuis la période du Covid. On a eu des récentes données d'emploi aussi qui étaient un petit peu mitigées, dans le sens où c'est un peu les montagnes russes au niveau du secteur de l'emploi canadien. Il y a des mois qui restent très bons, des mois qui sont un petit peu moins bons. Ça met vraiment la BOC dans une situation aussi délicate où la croissance économique est faible, l'inflation par contre est assez contrôlée. C'est pour ça que ça pourrait mettre la BOC dans une position un peu plus dovish. Ils sont encore une fois dans la possibilité, et même je pense que ils n'auront pas le choix encore une fois de baisser les taux de 25 points, soit lors de leur prochaine réunion
au mois de décembre ou alors en janvier, parce qu'encore une fois, la croissance économique du pays est extrêmement faible. L'inflation est plutôt bien contrôlée aussi. Et il faut qu'il restimule encore une fois l'économie, parce que là, encore une fois, d'un point de vue de croissance économique très faible, taux de chômage très élevé, le marché de l'emploi qui fait les montagnes russes. Donc voilà, il y a 3 risques clés, encore une fois, par rapport au dollar canadien. Donc déjà, les renégociations par rapport à l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. On a aussi le pétrole qui est extrêmement faible. On est vraiment sur des points extrêmement bas. Si on va sur le marché ici du pétrole, on peut voir qu'on est vraiment dans une tendance à la baisse actuellement sur un niveau clé assez important, donc les niveaux des 60 pour le moment. Donc le pétrole assez faible, ce qui est, comme vous le savez, le dollar canadien est corrélé au prix du pétrole parce que le Canada est un producteur de pétrole assez conséquent. Donc il y a plusieurs facteurs, pétrole, renégociation, l'accord commercial qui est pas favorable en ce moment pour le Canada. Donc encore une fois, mon interprétation macro, c'est que la combinaison toxique, croissance faible plus risque au niveau de l'accord commercial, plus pétrole faible, plus encore une fois de la place pour une BOC accommodante, ça crée tout simplement un environnement structurel baissier pour le CAD. Dans un environnement de faible volatilité prévue, le CAD risque de sous-performer face aux devises plus fortes comme le dollar australien, comme différentes devises, l'euro. Et je l'ai écrit aussi ici, c'est que actuellement le dollar canadien suit principalement le sentiment de risque global et la faiblesse du dollar américain. Donc encore une fois, si on voit que on a un rebond du dollar américain parce que il y a un rapport NFI qui surprend à la hausse, forcément le dollar canadien, puisqu'il est corrélé aussi au dollar américain, pourrait prendre un petit peu de valeur. Mais quand on étudie vraiment un peu plus en profondeur la situation économique du Canada, enfin c'est un peu compliqué encore une fois, et je serais pas forcément très intéressé, que ça soit même sur du court ou du moyen terme, d'acheter du dollar canadien. Donc maintenant, concernant l'agenda critique, donc durant la semaine à venir, quels sont les événements importants à regarder? Et comme je l'ai dit, la priorité absolue, ça sera tout simplement l'événement du 20 novembre, donc le NFP de septembre, c'est la première publication post-shutdown du gouvernement américain, qui sera publiée tout simplement le jeudi, donc 8h30 Eastern Time, donc de mon côté. En France, si vous êtes en France, ça sera plus 6h, 15h30, si je dis pas de conneries, donc 14h30. Donc premier test post-shutdown, publication sans taux de chômage, publication cruciale qui déterminera si les anticipations seront plus bearish ou dovish du côté simplement du dollar américain. Donc j'ai expliqué un petit peu pourquoi est-ce que c'était important. La seconde des choses, c'est de voir aussi les plusieurs membres du FOMC, donc qui vont tout simplement porter parole. Chaque membre a un petit peu une étiquette, soit il est considéré un peu plus neutre, soit plus hawkish, soit plus dovish. Donc encore une fois, ça sera important de regarder l'avancée au niveau de ces discours-là des membres du FOMC. Et par la suite, pas ce mardi qui vient, mais le mardi d'après, bien évidemment, le budget d'automne UK qui sera très important, moment de vérité pour la crédibilité fiscale britannique. Reeves doit retrouver 30 milliards de pounds sans les hausses d'impôts abandonnées. C'était en soi l'idée qu'elle avait d'un premier but qui a été abandonnée au milieu de la semaine. Donc si on regarde maintenant un petit peu le calendrier économique ensemble de la semaine prochaine, enfin de la semaine qui arrive en soi, parce que je vous tourne cette vidéo le samedi, on va mettre next week. On peut voir qu'on va avoir les données d'inflation canadienne le lundi. On va aussi avoir les données d'inflation qui seront importantes aussi mercredi d'un point de vue de la livre sterling. On va avoir les données NFP de septembre, comme je vous l'ai dit, le jeudi, sans le unemployment rate, sans le taux de chômage, bien évidemment. On a aussi les données flash service PMI, qui sont des données de croissance sur la plupart des devises, que ce soit la livre sterling, l'euro, le dollar canadien, on aura les core retail sales. Donc on a une semaine qui est relativement assez chargée avec quelques données qui vont quand même être assez importantes. On aura aussi le FOMC, j'ai complètement oublié, mercredi, qui sera aussi important, qui nous donnera un peu une perspective de la Fed par rapport à la prochaine réunion. Donc voilà un petit peu par rapport aux événements à regarder du coup cette semaine. Donc voilà un petit peu par rapport à ce rapport macro de cette semaine. Je suis passé un petit peu à travers tous les événements importants qui sont passés cette semaine, surtout ce qui devra être important de regarder la semaine prochaine. Si jamais vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. Si vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo, petit pouce bleu, bien évidemment, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, rejoignez aussi le school gratuit en description si vous voulez plus de rapports, cette fois-ci quotidien, que je postais plus souvent dans le school gratuit tout simplement. Et si jamais vous voulez prendre un appel avec moi pour apprendre à mieux structurer votre trading, parce que ça les amis, ça me prend littéralement 1 à 2 heures par jour, n'hésitez pas aussi, vous avez le lien en description. Sur ce les amis, c'était Henri, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.